Merci, je suis touché par votre impatience. Alors, nous engageons dans cette discussion générale M. Cherpion pour 10 minutes et pour le groupe Les Républicains. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Assemblée doit se prononcer sur votre texte, Madame la Ministre, dans un climat social tendu. Dans la rue, tout d'abord, les manifestations s'enchaînent, elles s'enracinent, les riverains de la place de la République passent de nombreuses nuits debout contre leur gré et n'en peuvent plus. Les violences inadmissibles contre les forces de l'ordre deviennent de plus en plus agressives. Une grande majorité des partenaires sociaux, qu'ils représentent les salariés ou les employeurs, s'opposent à votre texte. Et à ce titre, le respect de l'article L1 du Code du travail est plus que discutable. Vous vous abritez derrière une lettre de septembre 2015 faisant suite au rapport Combrexel. Les partenaires sociaux n'ont toutefois pas été saisis sur les orientations de votre projet de loi et moins encore sur ses principales mesures. D'ailleurs, Force ouvrière a ainsi annoncé se réserver le droit de saisir la justice. Le non-respect des partenaires sociaux et du dialogue social serait-il un énième renoncement du candidat Hollande ? Climat tendu également dans notre hémicycle. 5284 amendements. Parmi eux, le groupe GDR a déposé presque 2400 amendements, votre groupe parlementaire 1356, dont une majorité du rapporteur, ce qui montre bien finalement la fragilité de votre texte et vos incertitudes quant à votre cheminement législatif. Les députés FN ont déposé 29 amendements, c'est assez faible. Je pense qu'il ferait mieux de venir ici dans cet hémicycle plutôt que de parcourir les estrades pour faire de grandes déclarations. Enfin, rarement un texte n'aura connu autant de reculades. Entre la première version du texte et la troisième issue de la Commission, il y a un gouffre qui va encore s'élargir. Qu'avons-nous entendu hier ? Qu'il manquerait une quarantaine de voix pour que ce projet de loi soit adopté par l'Assemblée nationale. Ainsi, le texte devra s'ouvrir vers la gauche de cet hémicycle et encore reculer. Les organisations représentatives des employeurs ont déjà annoncé leur déception face à la version actuelle du texte. Pourtant, Madame la Ministre, s'il vous manque une quarantaine de voix, vous pouvez regarder vers notre côté. Avec l'UDI, nous représentons plus de 220 voix. Revenez à la première version de votre texte, prenez en compte nos observations et vous pourrez faire voter ce texte sans passer par le 49.3. Je doute toutefois du courage. Non du vôtre, Madame la Ministre, mais celui de votre gouvernement pour aller dans ce sens. Mais je vous assure, Madame la Ministre, que votre projet de loi ne mérite pas tout cet émoi. Certes, il modifie de nombreux points de notre Code du travail, mais au vu de sa version actuelle, il n'aura que bien peu d'impact sur notre pays et notamment sur son redressement. C'est bien là le défaut de ce texte. Alors que vous partiez d'une bonne intention, que je pense honnête, le Président de la République et le Premier ministre ont repris la main sur ce dossier, en ont fait un texte du Congrès du Parti socialiste à coup de tractation, avec le triste résultat que l'on connaît aujourd'hui. Certains points vont cependant dans la bonne direction. Je me félicite, comme l'a fait d'ailleurs Jean-François Copé, de la suppression des principes de la commission Badinter, qui envoyait un très mauvais signal, notamment en son alinéa 6, concernant le fait religieux dans l'entreprise. Je suis bien évidemment d'accord pour les accords de préservation et de développement de l'emploi, puisque cela fait 3 ans que je les propose par voie d'amendement. Jusqu'à maintenant, ma proposition a toujours été rejetée. Je me réjouis qu'elle soit aujourd'hui reprise par le gouvernement. Je tiens toutefois à revenir sur la question du motif de licenciement, car il ne doit pas être sur la base d'un motif économique, mais un refus personnel. Les accords de maintien dans l'emploi étaient une bonne idée. Mais nous le voyons, très peu d'accords ont été conclus, non seulement parce que c'est compliqué, mais aussi parce qu'il est trop souvent trop tard pour l'entreprise. C'est pour cette raison que nous devrions mettre en place leur version offensive. Lorsqu'une entreprise est confrontée à des difficultés économiques, il faut qu'elle puisse s'adapter le plus rapidement possible. Cette proposition donne les armes à nos entreprises pour survivre, et c'est ce dans le plein respect des salariés. Et je voudrais me référer, Madame la Ministre, à l'article 1222-8 du Code du travail, qui est un article qui a été voté dans la loi Aubry. Et Madame Aubry prend bien effectivement comme motif le motif personnel. Donc nous pourrions avoir, eu égard à la notoriété de Madame Aubry et aux qualités de Madame Aubry, avoir le même sentiment et poursuivre dans le même cas en reprenant effectivement l'article 1222.8, ce qui aurait un autre avantage,
L'autre avantage, c'est celui de finalement de regrouper les 3 articles en un seul. Ce serait une simplification du Code du travail. Enfin, il est important de clarifier le licenciement économique. Ainsi, une partie des demandes de notre groupe a été reprise. Je suis toutefois interrogatif quant à la constitutionnalité de la déclinaison des critères par taille d'entreprise, même si je suis bien entendu favorable à cette mesure. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré la barémisation des indemnités prud'homales en raison de la déclinaison par taille d'entreprise. Madame la ministre, vous pourrez certainement nous éclaircir sur ce point. 2 autres points soulèvent des problèmes. Tout d'abord, la création d'un nouvel effet de seuil lié à ces différents seuils, alors même que nous devons tout faire pour les supprimer. Enfin, la question du périmètre retenu pour considérer le licenciement économique. Nous sommes le seul pays au monde à retenir le périmètre international. Ainsi, lorsqu'une filiale française est en déficit, alors qu'à l'international, le groupe est équilibré, il ne pourra pas licencier. Cette mesure est totalement dissuasive pour les entreprises et les investissements étrangers dans notre pays. Une entreprise réfléchira 2 fois, peut-être même 3 d'ailleurs, avant d'investir en France et plutôt s'installer dans un pays voisin. À cela s'ajoutent les nombreuses reculades après la première version de votre texte. La suppression de la barémisation des indemnités de prud'homme est un très mauvais signal. Nous revenons au barème indicatif prévu par la loi Macron. Pourtant, le barème contraignant était essentiel, notamment pour les petites entreprises. En effet, certaines indemnités prononcées par les conseils de prud'homme sont susceptibles de mettre en péril leurs activités et conduire finalement à d'autres licenciements. De nombreux employeurs limitent ainsi leurs embauches par crainte de devoir un jour se séparer de l'un de leurs salariés. Nous devons redonner confiance aux créateurs d'emplois et le barème contraignant y participer indirectement. Quant à la généralisation du mandatement à tous les domaines de négociation du Code du travail, cela aura aussi un effet négatif sur le dialogue social dans les petites entreprises. De nombreux accords sont conclus, et ça a été dit, entre l'employeur et les salariés dans les TPE et PME. Et obliger le mandatement signifie qu'un salarié qui négocie avec l'employeur doit obligatoirement être accompagné par un syndicat, et cela va très souvent tendre les relations à l'intérieur même de l'entreprise. Cette mesure va à l'encontre de la philosophie de ce texte, qui était censé donner une plus grande place au dialogue social et le faciliter. Enfin, l'apprentissage est un des grands perdants de l'évolution du texte. Alors qu'il mettait en place une simplification en la matière, il rigidifie encore le recours à cette voie de formation. Pourtant, l'apprentissage est une voie de formation par excellence. Je souhaite que nous revenions à un régime de déclaration en lieu et place du régime d'autorisation en matière d'horaire et de durée hebdomadaire du travail de l'apprenti. Le compte personnel d'activité reste juste un bel emballage pour des dispositifs de droit qui existent déjà. Et je suis plus inquiet par les modifications apportées en commission. Ainsi, le compte personnel d'activité, qui devait être à destination des actifs, sera dorénavant ouvert aux retraités jusqu'au décès du porteur. Bientôt, nous verrons à nouveau fleurir des formations macramées, préparation à la randonnée ou bien préparation des croisières pour les retraités qui seront concernés. Soyons sérieux, je doute qu'en termes de dépenses publiques, cette extension soit utile alors que la France compte 6 millions de demandeurs d'emploi. C'est un détournement même de son objectif. Cette nouvelle mesure, purement électoraliste, vient compléter le catalogue actuel des cadeaux en vue de 2017 et n'honore pas votre majorité. À cela, les inquiétudes quant au sous-financement et la fongibilité des droits du CPA, notamment en raison du compte pénibilité. Pensez-vous qu'au moment de l'embauche d'un nouveau salarié, l'employeur ne veut pas demander l'état de ses droits portables et fongibles? Ainsi, un salarié ayant un grand nombre de droits sera lésé dans la recherche de son emploi, de même que tous les seniors. Vous allez aggraver le chômage d'une partie de la population. Madame la ministre, vous auriez dû maintenir la première version de votre texte. Et votre discours de tout à l'heure me laissait entendre qu'effectivement, vous aviez une volonté d'y revenir. Je m'en réjouis. De reculade en reculade, il s'est éloigné des avancées sociales et économiques qu'il aurait pu apporter à notre pays. À cela s'ajoute tout ce qui n'est pas contenu dans ce projet, mais qui en découle directement. Pour tenter de calmer le mouvement des jeunes et des étudiants, votre gouvernement a accordé de nouveaux droits, dont une aide à la recherche du premier emploi, une revalorisation, extension des bourses, une garantie locative universelle, l'extension de la CMU complémentaire. Plusieurs centaines de millions d'euros pour l'UNEF, avec pour résultat une poursuite de leur mouvement. Dans le même temps, au lieu de condamner avec la plus grande fermeté les violences, le président de l'UNEF préfère pointer du doigt nos forces de l'ordre, ce qui est intolérable. Ainsi, Madame la ministre, votre projet de loi n'aura non seulement pas apporté les modifications nécessaires à la réforme de notre marché du travail, mais il est un pas de plus vers l'assistanat de la jeunesse, qui ne le souhaite pas et qui mérite bien mieux que cela.
Votre détermination devrait être tournée vers l'action pour apporter aux jeunes l'accompagnement nécessaire à leur entrée dans le monde du travail dans les meilleures conditions. Ainsi, la taxation des CDD, déjà utilisée et déjà appliquée depuis 2014, a montré son inefficacité et ne fera qu'écarter des jeunes du monde du travail. Vous comprendrez, Madame la Ministre, que notre groupe ne pourrait voter ce texte qu'à la seule condition qu'il revienne au plus proche de sa version initiale et que soient pris en compte les amendements que nous avons déposés à cet effet et qui sont en bien moins grand nombre que ceux de votre Parti socialiste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cherpion.